Bien, je voulais d'abord remercier Alexandre Farnoux, le directeur de l'École française d'Athènes, de nous accueillir dans cette belle maison une nouvelle fois. Remercier Amélie Perrier, qui a eu l'audace, si je puis dire, de nous inviter ce soir à inaugurer le séminaire Technologie de cette année. Et remercier aussi mes deux collègues, Alban Brice-Pimpot et Virginie Fromageau, avec lesquels j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler depuis que je suis rattaché au laboratoire Archéologie et Sciences de l'Antiquité, ARSCAN, à Paris-Nanterre. Merci à Rachel aussi, à Rachel Noué, d'assumer le rôle de debater. Hein, on va... Bon courage. Alors, bien. Alors, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Une fois qu'on aura lancé le PowerPoint. C'est là qu'on a récupéré. Affichage. Non, on a affiché. Il n'y a pas notre présentateur. Ici. Il n'y a pas notre présentateur. Prends pas l'icône. Oui. Ouais, ça n'arrête pas de... Il n'y a pas su qu'on... Oui, mais il n'y a pas su qu'on... Bon, c'est pas grave. Alors, bien. Alors, sous le titre, évidemment, très, très ambitieux de cette présentation, nous n'oublions pas que nous sommes dans le cadre d'un séminaire. Par conséquent, il s'agit surtout de réfléchir avec vous à l'utilisation possible de la 3D appliquée à la sculpture et non plus, comme on le voit très souvent, enfin, non plus seulement, comme on le voit très souvent, à l'archéologie, à l'architecture. Bien, donc, prenez cela pour une esquisse, une réflexion, et là, nous attendons tous les trois, évidemment, vos réactions positives ou négatives, mais de toute façon, forcément constructives. Alors, je vous rappelle, bon, je vois qu'il n'y a que des spécialistes, des archéologues spécialistes de l'architecture et de la sculpture classique, donc je ne vais pas vous faire l'affront de répéter des choses qui sont déjà connues de vous, simplement pour replacer quand même le dossier dans son contexte. Je vous rappelle quelques témoignages antiques sur la Tholos elle-même qui nous occupe ce soir. Le témoignage évidemment fameux de Vitruve dans son De Architectura au livre 7-12 et qui évoque un livre, un traité écrit par l'un de ses prédécesseurs à propos donc de ce fameux Théodoros, le Phocéen, sur la Tholos qui est à Delphes. Rien en tout cas de ce point de vue-là sur la sculpture évidemment, mais cette mention qui a fait couler beaucoup d'encre et je n'y reviens pas. Témoignage énigmatique aussi un peu plus tard de Pausanias au livre 10 sur la Phocide. En entrant dans la ville de Delphes, vous trouvez plusieurs temples à la suite les uns des autres. Le premier est en ruine. Il n'y a plus dans le second de divinité ni de statues. On voit dans le troisième des statues d'empereurs romains, mais en petit nombre. Le quatrième est consacré à Athéna Pronaia. Le débat est ancien sur le nombre de monuments qu'a vu Pausanias. On considère généralement, il en manque un, on considère généralement que le troisième, il serait question dans le troisième de la Tholos, et par conséquent, il est mentionné ici la présence de statues d'empereurs romains dans la Tholos elle-même, mais naturellement, une nouvelle fois, j'allais dire, rien sur le décor sculpté de la Tholos elle-même, qui n'a pas attiré, qui n'a pas retenu en tout cas son regard. Alors, je rappelle simplement brièvement l'état de la documentation sur le monument lui-même, puis sur le décor sculpté, avant de donner la parole à mes collègues. Les premières publications sur le monument, la Tholos sort de terre, si je puis dire, est étudiée à partir de 1901, après une découverte un peu plus ancienne. La première publication d'ensemble de la Tholos se fait sous la plume de Jean Charbonneau, avec les relevés, donc produits, les restaurations produites par Gottlob, le tout se situant en 1925 dans la série des fouilles de Delphes. J'insiste évidemment sur ce point-là, parce que nous avons l'ambition de, ce qui, j'allais dire, le contrat avec l'école, de publier évidemment le décor sculpté de la Tholos dans la série des fouilles de Delphes, mais cette fois 4 et non plus 2. Alors voilà simplement pour mémoire les relevés que l'on trouve dans le volume de Gottlob. Une étape considérable est franchie en 1938 avec l'anastylose partielle de la Tholos. L'article qui en rend compte est sous la plume donc de Robert de Mangel et Henri Ducou sur l'anastylose de la Tholos de Marmaria. Et c'est l'occasion évidemment aussi de mettre en place
de remettre en place une partie du décor sculpté, des métopes de l'ordre extérieur que l'on voit ici sur l'image, avec un contraste assez fort qui montre d'ailleurs qu'il s'agit de moulages, nous dit-on, en pierre artificielle, qui ont aujourd'hui d'ailleurs acquis une patine qui fait qu'on ne les distingue plus vraiment en réalité des originaux qui sont conservés au musée de Delft. J'ai oublié de dire en commençant d'ailleurs que je tiens à remercier tout particulièrement l'Ephorie de Delft et Madame Salty pour la possibilité qu'elle nous donne depuis de nombreuses années, si je peux dire, de travailler à Delft, de travailler au musée et plus particulièrement depuis quelque temps sur la Tholos et son décor sculpté. Voilà donc les fameux moulages en place. Il s'agit évidemment de deux plaques simplement sur les 40 conservées à l'ordre extérieur. Vous vous souvenez aussi, alors je vais y revenir, simplement deux articles, la bibliographie sur la Tholos étant tellement considérable, je ne fais pas un cours sur la Tholos, simplement vous rappeler un moment important qui est l'article de Georges Roux sur la Tholos d'Athéna Pronaia dans son sanctuaire de Delphes, et l'article plus récent de Nicolas Kyriakidis sur Erreur à Delphes, qui revient de manière très utile, quoi qu'on pense de son argumentation, sur toute la bibliographie sur la Tholos et son architecture. Alors, l'état de la documentation qui nous intéresse ici, c'est celle du décor sculpté. Et là, on peut dire que l'on a assisté à une lente éclosion à l'histoire de la recherche. La première étude d'ensemble, fort contestée, est livrée en 1921 par Axel Waldemer-Persson sur les sculptures du Téménos de Marmaria à Delphes. Bon, je veux dire, c'est quand même un article qu'il faut prendre en considération, ne serait-ce que pour le contester éventuellement. Je vous rappelle la situation respective des deux frises doriques, donc l'une à l'ordre extérieur et l'autre au sommet donc de la péristasis, sous la péristasis au mur intérieur. Voilà ici la situation d'ensemble que l'on voit sous les deux accolades. Les deux frises doriques, donc, comportaient à l'ordre extérieur 40 métopes. Les hauteurs et largeurs visibles pour les grandes métopes sont de 65 cm sur 62, c'est-à-dire presque un carré. Et pour l'ordre intérieur, des dimensions un peu inférieures, de 40,5 cm pour la hauteur, de largeur visible 40 cm, l'épaisseur étant respectivement de 7 et de 5 cm, ce qui évidemment nous donne des éléments précieux pour lorsque arrivent miraculeusement de temps en temps, du haut ou de bas de Delphes, des fragments de métopes, malheureusement, de plaques. Malheureusement, ce n'est plus le cas depuis bien longtemps. L'état de la documentation sur les décors sculptés, évidemment, est porté par les travaux de Paul Bernard et de Jean-Marc Adet. Nous connaissons Paul Bernard, surtout pour ses... Je salue ici sa mémoire. Nous le connaissons surtout pour ses travaux sur l'Afghanistan et le site Aïr-Hanoum. Mais n'oublions pas que lorsqu'il était membre de l'école française, en 1960, il a travaillé sur deux mémoires inédits sur donc, le décor sculpté de la Tholos, dossier qui a été repris par Jean-Marc Adet à partir de 1975. Ces deux ensembles constituent une première remise en ordre, dans tous les sens du terme, avec d'une part la rédaction de notices descriptives en vue de la publication qui était prévue, donc des notices qui sont extrêmement bien faites et extrêmement précises, et d'autre part par la publication d'articles de détail ou de synthèse que vous connaissez toutes et tous, je le sais, avec aussi une couverture photographique qui avait été déjà précédée par une première, enfin une seconde plutôt qu'une première ici, par une série de plaques de verre qui étaient apparues assez vite et de manière très novatrice. Les thèmes iconographiques sont pour les grandes métopes assurées Amazonomachie et Centauromachie. Pour les petites métopes, compte tenu du plus petit nombre de fragments et de l'incertitude dans laquelle nous sommes de leur appartenance parfois, on a souvent été frappé par le caractère plus serein de l'ordre intérieur, et l'on y voit parfois une assemblée divine, mais j'allais dire la question reste ouverte, malheureusement, faute de fragments en nombre suffisant. Vous avez ici un exemple, je vais faire défiler quelques diapositives, qui vous montre simplement que la documentation photographique est extrêmement précieuse, elle est ancienne, elle vous montre un état aujourd'hui perdu, si je peux dire, de la surface notamment des fragments sculptés de la Tholos.
Je le dis immédiatement, aucun espoir en l'état actuel de retrouver la trace de traitement de surface et de polychromie, dans la mesure où le tout, malheureusement, du fait d'un contexte d'enfouissement très difficile et vraisemblablement de nettoyage malheureux successifs, évidemment, ont perdu un certain nombre de leurs caractéristiques. Mais peut-être que dans 10 ans, nous reviendrons vous présenter la polychromie du décor sculpté de la Tholos. Pour l'instant, nous sommes dans une situation de silence. Alors, ce qui est intéressant dans cette série de photographies sous forme de plaques de verre qui avait été réalisée, c'est que l'on voit déjà une première mise en ordre iconographique sur les têtes, sur les pieds, sur les bras, les mains, sur les mains étreignant des bras, une mise en série très intéressante puisqu'elle nous montre déjà l'un des thèmes favoris à l'ordre extérieur de la Tholos, qui est des scènes très fortes d'empoignement de l'adversaire, que ce soit dans un cas une Amazone, dans l'autre un grec, puisqu'on trouve en fait des situations inversées, comme il arrive très souvent, comme vous le savez, dans les amazonomachie dans le monde grec. Alors, une autre série, les beaux morceaux, si je puis dire, notamment ici un fragment d'acrotère qui domine des éléments qui appartiennent à la Tholos elle-même, les beaux morceaux, évidemment, sont l'objet d'un soclage et ont été, depuis, évidemment, font l'objet également de présentations dans les vitrines de la salle du musée consacrée à la Tholos elle-même. Alors voilà par exemple des fragments qui sont beaucoup plus embêtants pour nous, autant le dire dès maintenant, parce qu'il manque d'éléments caractéristiques, pour certains d'entre eux en tout cas, même si, comme on le voit, et on va y revenir avec Alban notamment, vous avez ici des petits éléments qui sont soit des arrachements, soit des petites cassures, des tenons, suggérant de tenons ou de contact avec d'autres éléments qui sont déjà ce que j'appelle des fragments directeurs, c'est-à-dire qu'ils vont nous donner, malgré tout, des orientations possibles, une clé possible, une direction, plutôt qu'une clé, vers un thème et un schème, pour reprendre les expressions chères à Philippe Bruno, dont je salue aussi la mémoire ici, et qui, évidemment, enrichit le débat par tous ces éléments. D'autres images encore, je n'insiste pas, simplement pour vous montrer que nous sommes à plus de 500 fragments aujourd'hui conservés, avec évidemment la question de savoir que fait-on de tout ça, que fait-on de tout cela, le tout étant resté très largement inédit. Comme vous le voyez ici, d'autres fragments de draperie qui signalent là aussi l'animation très forte de ces figures aux prises les unes avec les autres, le plus souvent, qui avait déjà attiré l'attention de ces compositions de plaques. Un article fondamental qui ponctue et qui finalement fait à la fois la synthèse et donne des pistes très importantes, c'est celui évidemment écrit par Jean-Marc Cadet sur les métopes mutilées de la Tholos au Marmaria à Delphes en 1979. Il sera repris en 1988 à l'occasion d'un congrès international en Allemagne. On a là, en réalité, la plus belle clé de lecture de ce qu'était le décor sculpté de la Tholos, et il est très difficile, vous le comprendrez, de venir après lui. S'il m'avait confié, en réalité, la responsabilité de la publication de ce décor, je crois que je serais resté silencieux, mais c'est aussi en sa mémoire qu'il nous faut aussi avancer dans ce domaine. Le nouveau projet de publication donc, remplit aujourd'hui un triple objectif: assurer ce qui était le contrat de Jean-Marc Cadet, la publication du décor sculpté dans son intégralité. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions offrir à la communauté des chercheurs l'ensemble des 514 fragments qui sont aujourd'hui répertoriés comme appartenant à la Tholos. C'est là, évidemment, que les nouvelles technologies numériques nous aident. Il faut aussi tenter de documenter les savoir-faire et les traitements de surface. J'en ai dit un mot tout à l'heure, je n'y reviens pas. Et tenter aussi d'aller plus loin, grâce à l'outil numérique, dans la compréhension et la restitution des scènes représentées. C'est là, j'allais dire, le triple objectif que nous sommes fixés. Circonstances nouvelles et nouvelles technologies. Circonstances nouvelles, nous bénéficions aujourd'hui, grâce au travail extraordinaire accompli par Jean-Luc Martinez, vous voyez que ça peut vous conduire à la direction du Louvre, de l'apothèque du sculpture et de son nouveau classement informatique. Nous disposons d'une mise en ordre, là, comme jamais, et vous voyez ici, simplement pour mémoire, la présentation des tiroirs dans lesquels vous tirez tous les pieds, tous les bras, toutes les têtes,
des grands ordres, ce qui évidemment est une expérience extraordinaire. Par ailleurs, autre contexte favorable, la révolution numérique, on ne peut pas employer d'autres termes, et l'apport des technologies 3D à l'archéologie de la sculpture. Alors, le choix qui s'est imposé pour nous, dont j'espère que convaincra les décideurs, c'est évidemment la publication numérique en ligne de l'ensemble de ces fragments du fait de leur qualité. Je n'insiste pas sur la puissance de la diffusion, évidemment, de la formule numérique, sur la souplesse théorique de l'outil, sur la possibilité de mise à jour régulière, avec une incertitude qui est celle de la pérennité du support. Je dis simplement qu'il s'agit de la publication en ligne, non pas d'un corpus, mais d'un volume des fouilles de Delphes. L'ambition est celle-ci. Ce n'est pas de mettre un corpus de plus en ligne, c'est d'assurer un volume de la série des fouilles de Delphes. Un outil privilégié, donc, la modélisation 3D, avec une double visée, documentaire et heuristique. Pourquoi les modèles numériques, en l'occurrence? La valeur documentaire est ici supérieure à la seule photographie, inutile d'insister. La fonction heuristique, ici, quelle est-elle? Elle va permettre, j'espère qu'on va vous le montrer, enfin qu'on va vous en convaincre, elle va permettre la découverte éventuellement de nouveaux raccords, de rapprochements, en tout cas de les tester de la manière la plus souple, sans a priori, sans s'interdire des rapprochements éventuellement inattendus et donc des chaînes. Et enfin, deux aspects fondamentaux, ils sont aussi des supports de l'information en ligne et ils sont aussi des supports de la réalité augmentée. Enfin, la dimension de valorisation est aujourd'hui absolument indispensable et le modèle numérique 3D, évidemment, le permet. Les partenaires de la recherche ont été, entre 2013 et 2015, donc l'École française d'Athènes, le MAP GAMSO, dirigé désormais par Livio De Luca à Marseille, le Centre Camille Jullian, un laboratoire de mathématiques et d'informatique, le L6 de Aix-Marseille Université, dans le cadre d'un programme d'un financement IDEX qui était AMIDEX, programme Eloquentia. Depuis 2016, les partenaires ont changé. C'est l'École française d'Athènes, évidemment, par définition, Arscan et l'Université Paris-Nanterre, Archéo 3D, comme vous l'avez rappelé en nous introduisant. Je rappelle simplement le protocole d'acquisition et de traitement de ces modèles 3D. Il faut d'abord donc acquérir les données à traiter, procéder à la modélisation 3D à proprement parler, au nettoyage et à la mise à l'échelle des modèles produits, et enfin travailler sur les modèles eux-mêmes. Le choix des méthodes d'acquisition a été double. Lasergrammétrie pour le monument, ça a été la tâche du MAP GAMSO à partir de 2013. Photogrammétrie pour les fragments, c'est-à-dire, comme on va le voir très simplement ici, je n'insiste pas sur le protocole de numérisation lasergrammétique qui était parfaitement adapté à l'objet Tholos lui-même. Ce n'est pas la première fois qu'on modélise la Tholos, c'est déjà la deuxième fois, puisqu'elle l'avait été une première fois à l'occasion du centenaire des fouilles de Delphes. Le modèle numérique 3D est disponible. Il existe, évidemment, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on le replace les métopes dessus, et le reste. Choix de la photogrammétrie pour les objets. Le dispositif qui avait été retenu avec le MAP GAMSO était sur une potence verticale, 3 appareils photo couplés entre eux, associés à un plateau tournant. Vous voyez que l'inclination des appareils est un peu différente pour avoir à chaque fois un angle un peu différent, permettant ensuite aux images de recoller, de recourir les unes sur les autres, avec un plateau automatique qui permettait donc la prise de vue de 50 photos par tour et par machine. Donc ceci a été très commode aussi pour procéder à l'acquisition photogrammétrique des métopes en place au musée même. Donc là, vous voyez deux interlocuteurs. Pour les fragments, notamment aussi d'acrotère. Ensuite, j'ai appelé ça maïeutique numérique en clin d'œil, parce qu'une fois qu'on a acquis, évidemment, l'ensemble de ces clichés, rien n'est fait, si je puis dire. La fécondation, après cette fécondation, il faut que ça mouline quelque part, et par conséquent, la production modèle 3D est un moment indispensable, qui est évidemment déterminé en amont par la qualité de l'acquisition photogrammétrique, mais c'est là, j'allais dire, que tout se joue en termes de qualité des modèles.
Donc il fallait pour cela choisir un logiciel qui présente les caractéristiques suffisantes pour cela et qui soit performant de traitement et de production des modèles. Alban Brice-Pimpot va vous en parler un instant. Hein, et simplement pour rappeler que ça, je remercie Philippe Martinez, avec lequel j'avais l'occasion de travailler au laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale, de m'avoir orienté justement vers ce logiciel Plexus, hébergé aujourd'hui à la maison René Ginouvès. Donc, Alban, je te donne la parole. Je crois que je pense qu'on m'entend. Donc du coup, pour présenter très rapidement Plexus, en réalité, c'est un logiciel qui a été développé par Kevin Kane, qui travaille en Californie dans l'Institut de la Fondation Insight, dont le but est de promouvoir finalement l'application des nouvelles technologies aux thématiques du patrimoine, avec une orientation très open source, c'est-à-dire de créer, d'utiliser des logiciels qui sont accessibles à tous, en tout cas qui sont accessibles, qui sont gratuits, et qui peuvent être installés sur différents types de plateformes, que ce soit sur Windows, sur Linux, sur Macintosh, et qui soient facilement, qu'on peut mettre à jour facilement. Donc du coup, Plexus est un logiciel qui va se servir de différentes briques logicielles qui ont aussi été développées dans la même logique par différents instituts. Donc notamment, on a le logiciel OpenMVG, le logiciel MVE et le logiciel MEVS Texturing. En gros, ce sont chaque logiciel très spécialisé qui vont traiter un problème particulier de la photogrammétrie. Quand vous faites de la photogrammétrie, vous faites de l'acquisition de photos, ensuite il faut les faire travailler par des logiciels. Un premier logiciel ici, donc, qui s'appelle OpenMVG, s'occupe de mettre en correspondance les photos les unes avec les autres et de reconstruire un modèle épars avec des points d'appui de la géométrie de l'objet qu'on scanne. Mais c'est un début, en fait. Et ensuite, il faut aller voir un autre logiciel qui s'appelle MVE, qui va permettre de densifier finalement ce modèle pour créer un modèle à haute résolution avec un nuage de points assez dense, coloré. Et en fin de course, il faut faire appel à un autre logiciel qui s'appelle MVS Texturing, qui sert à la fois de faire le maillage et ensuite d'appliquer une texture qui va rendre des effets de surface. Et donc, qui va extraire des éléments qu'on va trouver dans la photographie pour les réappliquer à la surface du modèle 3D, pour vraiment arriver en termes de finesse à avoir un rendu très satisfaisant. Donc, généralement, c'est des logiciels qui fonctionnent de manière autonome. Et là, l'intérêt, c'était justement de faire appel à un logiciel, à un surlogiciel qui va faire dialoguer entre eux ces différentes briques logicielles. Voilà. Donc, l'intérêt aussi de Plexus et de l'ensemble de cette chaîne de traitement en open source, et pourquoi on l'a utilisé plutôt qu'un logiciel qui va être communément utilisé maintenant dans la communauté archéologique, et je ne le citerai pas, c'est vraiment pour, si vous voulez, pour pouvoir utiliser, ne pas bloquer les machines sur lesquelles on se sert pour travailler, mais déléguer ce travail à un serveur, et donc utiliser la puissance de calcul des serveurs pour ensuite automatiser les process. Donc en gros, toutes les photos qui ont été faites de manière plus ou moins automatisée par le MapGamso sont ensuite envoyées avec une ligne de commande sur le serveur pour être traitées et produire au final un modèle 3D qui sera accompagné parfois, c'est pas toujours le cas, on n'en a pas toujours besoin, d'une texture en format graphique classique. Donc l'intérêt, c'est d'obtenir assez facilement, sans qu'il y ait beaucoup d'intervention dans ce traitement-là, d'obtenir assez rapidement un modèle 3D. Donc voilà, par exemple, donc là on vous présente les pièces qu'on va développer un peu plus tard, mais c'est pour vous montrer un peu l'état brut des documents qu'on obtient à partir de cette acquisition photographique. Donc on voit 3 pièces différentes avec le pied, le socle, avec des éléments qu'il va falloir supprimer pour obtenir une pièce qui soit satisfaisante en termes de manipulation et en termes d'utilisation pour ensuite faire notre travail de reconstitution. Donc la première pièce, le fragment 4335, donc vous voyez ici que vous avez un pied qu'il va falloir enlever finalement du modèle, puisque là il n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous, et il va falloir arriver à faire certaines corrections, éventuellement enlever donc le goujon par exemple, enlever certaines scories qui ont été créées, qui sont des artefacts qui sont créés parfois par les logiciels, donc il y a un travail de retouche quand même à faire sur tous les modèles 3D de manière générale. Ça va être pareil pour l'autre fragment. Vous voyez qu'on a également pris dans le lot de la 3D, on a également tout l'appareillage finalement qui a servi à créer ce modèle automatique. En cercle, vous voyez vraiment tout le rail qui a permis de faire tourner le socle. Donc tout ça, en fait, il va falloir le nettoyer et l'enlever. Donc là, je passe un peu rapidement. L'autre problème qu'on a aussi, vous avez vu que là, c'était intéressant parce que finalement, il y a une chaîne de travail qui a été mise en place. Vous avez vu sur les photos précédentes qu'elles étaient faites sur fond vert. Pourquoi le fond vert? Parce que vous voyez, un peu comme dans l'industrie du cinéma, ça sert en fait à détourer les objets plus facilement. Et en réalité, on s'est rendu compte après coup que le vert se reprojetait sur la texture. Et donc là, si vous voyez en bas, ici, au niveau des flèches, on voit qu'il y a du vert, la couleur de l'arrière-plan qui s'est reprojetée. Donc là, ça a posé problème, donc il faut aussi le corriger. Donc depuis lors, en fait, on a changé de méthode, donc maintenant on est plutôt sur fond blanc, mais c'est vrai que la couleur posait problème.
La première chose à faire avec ces modèles, sachant qu'ils sont obtenus, qu'ils sont acquis à la chaîne, si vous voulez, c'est qu'en fait, une fois qu'ils sont produits dans un univers, dans un environnement 3D qui est empirique, il n'y a pas d'échelle. Il faut lui indiquer l'échelle pour pouvoir ensuite faire des rapprochements, évidemment, parce que s'il n'y a pas vraiment de cohérence en termes géométriques, on ne peut pas faire de remontage pertinent. Donc ça, c'est très important, et c'est quelque chose qui est parfois oublié, c'est qu'il faut vraiment avoir des points de calage, ou en tout cas des éléments de référence pour pouvoir mettre à l'échelle les différents modèles. Donc là, je ne vais pas vous détailler la chaîne opératoire parce qu'il y en a plein de différentes, mais en gros, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et quand on fait les photos, il faut aussi avoir ces éléments de référence. Donc là, en l'occurrence, on a mis une petite mirette, vous voyez, avec l'échelle 5 cm, avec une autre mirette sur un autre angle pour pouvoir faire par redondance, pour pouvoir faire des comparaisons et vérifier qu'on a été bon en termes de mise à l'échelle. Autre chose ensuite à faire. Alors j'oublie de dire, effectivement, je voulais les mentionner quand même, parce que c'est tout l'intérêt de notre chaîne de travail, c'est qu'on travaille beaucoup sur des logiciels open source. Donc là, ce travail de mise à l'échelle a été fait avec le logiciel Cloud Compare. Et le traitement ensuite a continué à être fait avec ce logiciel. Donc là, c'est un traitement manuel, on va dire, de nettoyage, un peu comme quand on dessine, on fait des pochoirs et des éléments de découpe sur des éléments en 2 dimensions. Bah là, on va faire pareil sur le modèle 3D. On va choisir un point de vue qui nous convient. Et là, vous voyez sur l'image en bas à gauche, on va cercler, on va zoner la zone qu'on souhaite enlever avec ce trait vert, je ne sais pas si on arrive à bien le voir, et on va appliquer une modification pour supprimer et segmenter ce modèle. Donc de fil en aiguille, en changeant de point de vue, on arrive comme ça à enlever de la matière dont on n'a pas besoin. C'est un peu fastidieux à faire, ça peut être assez long, donc c'est important de le faire pour dégrossir un peu le travail, mais il y a tout un travail, une partie du travail qui peut être faite de manière plus ou moins automatique, un petit peu comme ce qu'on peut faire maintenant quand on travaille sur des logiciels de traitement d'image pour réduire les niveaux, pour changer les couleurs, et ben on peut faire pareil à peu près avec des modèles numériques en 3D, et donc on applique des filtres pour pouvoir enlever les éléments qui sont des artefacts qui ont été générés par le calcul. Donc là on arrive à trouver des astuces pour pouvoir se débarrasser de ces éléments indésirables assez rapidement, à peu de frais. Une autre intervention intéressante, c'est de mettre en évidence toutes les zones d'adhérence, de cassure, de fracture, des zones d'arrachement par la couleur. Donc là, vous voyez en haut, sur la rangée de haut, vous avez le modèle brut, qui commence à être retouché, non, qui a été retouché. Ensuite, on peut, avec une logique un peu de codage de couleurs, considérant que le blanc est neutre, mettre ensuite des couleurs complètement excessives, mais au moins qui identifient des zones claires et faire des pochoirs qui permettent ensuite de colorer un peu différemment pour mettre en évidence des zones où il y a vraiment des zones de contact à retrouver. Donc voilà, c'est très important parce que du coup, la pièce existe en tant que telle maintenant et donc les couleurs sont plus forcément noient un petit peu les détails, donc ça permet de renforcer les éléments de cassure et de positionner un peu mieux et de nous accompagner dans le travail de remontage. Donc voilà ce que ça peut donner quand on a traité plusieurs pièces donc, qui sont remises à l'échelle les unes par rapport aux autres. Et donc en fait, on a pratiquement une planche comme ça sur laquelle on va pouvoir piocher et prendre des éléments pour faire les remontages. Ouais, donc là, voilà, alors c'est là que le dialogue s'instaure entre l'archéologue et le modélisateur 3D infographiste que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à l'entremise de Virginie Fromageau. Donc, il s'agit ici, évidemment, de céder des modèles 3D réalisés, dont on a vu qu'il était quand même difficile de les réaliser avec toute la rigueur nécessaire, donc pour la compréhension des scènes représentées. Alors, on est parti là de la recherche de parallèles iconographiques, j'allais dire classiques, comme on en fait évidemment dans le domaine de la sculpture, en essayant de repérer des thèmes et des schèmes qui soient évidemment compatibles avec un certain nombre de fragments que j'appelle directeurs, je vous redirai pourquoi une fois de plus, ce qui conduit ensuite à la réalisation de dossiers qui sont confiés à Alban en l'occurrence, à partir desquels lui va justement pouvoir contribuer, composer ces images. Donc le process, le protocole ici, c'est celui-là. Alors, à l'aide donc de ce qu'on a dit, de la recherche de fragments et d'arrachements dits directeurs. Alors nous avons pris deux exemples que nous allons vous présenter rapidement ce soir. D'une part, un premier cas de figure qui est celui de la restitution sur la base d'une plaque existante mais de lecture difficile. Nous étions ici aidés par Jean-Marc Adet, qui avait déjà proposé la lecture de ce fragment, sans pouvoir évidemment le matérialiser et en rendre l'image exacte.
Par ailleurs, un défi est celui de la recomposition d'une plaque à partir de fragments disjoints. Alors là, on est évidemment dans un domaine qui est plus, non pas plus aventureux, mais plus difficile, et là aussi, dans lequel l'outil numérique est indispensable. Alors, retour, si vous voulez, à cette méthode à la colonnette, qui avait fait l'objet d'une description magistrale par Marcadet. Le rapprochement iconographique ici était celui de la frise continue du temple d'Apollon Epicurios. Je donne, et que les spécialistes ne m'en veuillent pas, une chronologie, une datation qui n'est certainement pas consensuelle, dont la fourchette est suffisamment large, mais évidemment qui peut être sujette à discussion. Je veux dire, ce n'est pas vraiment forcément le débat ici. Ce que l'on voit en tout cas, c'est sur la base en réalité de la position du personnage féminin, donc de l'Amazone, ici tiré par les cheveux par le guerrier grec. Nous avions un schème, d'une part un thème identique, mais ça n'était pas nécessaire, c'était nécessaire en l'occurrence, mais évidemment ça ne l'est pas toujours, avec une position respective des personnages qui nous donnait une clé là, de lecture de la métope delphique. Alors c'est là évidemment que tout commence en quelque sorte, au-delà du rapprochement iconographique, puisqu'il faut désormais travailler sur ce qu'on appelle appeler des maquettes numériques. Et c'est là que le va-et-vient entre archéologue et un modélisateur s'avère extrêmement fructueux pour faire justement l'épreuve de toutes les hypothèses possibles. C'est pour ça que je lui rends d'ailleurs immédiatement la parole. Donc pour continuer donc, sur cette présentation, donc là on a retravaillé, nettoyé finalement cette métope. Déjà dans un premier temps, la première chose à faire, c'est mettre en évidence les zones d'adhérence, voilà, qu'on voit ici en blanc, pour bien savoir où est-ce qu'il va falloir qu'on concentre la recherche et les contacts qu'on va pouvoir mettre en place. La première chose à faire, qui est assez facile et qui permet au moins déjà de bloquer les volumes, c'est de partir des éléments qui sont d'une forme assez prédictible. Donc suffit pour cela de repartir sur les profils à la fois du dinos et à la fois du bouclier, dont on connaît de toute façon la forme générique, pour en proposer une modélisation, on va dire très simple, mais au moins qui permet de recréer un volume et de sentir à peu près l'empiètement dans l'espace de ces éléments. Ça va conditionner aussi le reste des opérations. Ensuite, on va travailler un peu plus attentivement sur les éléments de détail qu'on va trouver, donc notamment au niveau des zones d'arrachement. Donc là, sur le modèle, avec, on va dire, en couleur normale, c'est pas forcément toujours évident, mais dès qu'on arrive un peu à manipuler la colorimétrie et à forcer les détails, on arrive à mettre en évidence finalement des zones où vous avez des plis de vêtements, et donc en fonction de l'emplacement de ces plis et de la nature de ces plis, on arrive aussi à avoir une idée et à proposer à peu près ensuite un positionnement des différents protagonistes. Donc là, vous voyez assez clairement sur cette partie-là qui correspond à la zone où se trouve l'Amazone, d'avoir les plis qui sont détaillés ici sur la partie droite, on les voyait quand même très bien, qui ont été quand même assez bien préservés. Malgré tout. Donc à partir déjà des présomptions que Philippe avait, en tout cas en termes de schème, repartir sur ces éléments iconographiques qui permettent déjà d'avoir une lecture plus générale, pour m'approprier finalement ce dossier et le comprendre un peu mieux, et ensuite voir ce que moi je pouvais apporter pour essayer de réappliquer ce modèle-là et voir comment ça fonctionnait en 3D. Donc là, très rapidement, on reprend la méthode vierge, simplement, enfin vierge en tout cas, de base avec la mise en évidence des zones d'arrachage. Et ensuite, on repositionne, donc là j'en parlerai un peu plus tard au niveau de la création de l'anatomie, mais en tout cas d'avoir des modèles de personnages un peu théoriques et à essayer de les repositionner dans l'espace en essayant de préserver une logique de connexion anatomique, voilà, pour voir un peu qu'est-ce qui fonctionne en termes d'étirement, de positionnement des membres, etc., pour proposer sur le schéma de les replacer dans l'espace et voir comment ça fonctionne avec le fond. Donc ça, ce premier modèle a été ensuite envoyé à Philippe, qui m'a fait un retour finalement sur les éléments qu'il faudrait ajuster. Donc là, on a eu pas mal de va-et-vient comme ça sur des ajustements, parce que sachant que moi, je vivais à Nantes à cette époque-là, et donc le laboratoire est à Paris 10 Nanterre. Donc du coup, par ordinateur, c'est assez facile. On envoie les fichiers sur un format qui est open source, qui est facile à utiliser, un logiciel qui s'appelle MeshLab, ou ça aurait pu être aussi Cloud Compare, et qui permet d'afficher
ce modèle 3D, à la fois les personnages et la métope, et de le manipuler. Donc Philippe, à distance, a pu le tourner autour et se rendre compte qu'il y a des incohérences, il y avait des problèmes. Pour en citer un, par exemple, ici on a une trace d'arrachage sur la colonne, et on voit que la proposition que j'avais faite mettait finalement l'Amazon un peu trop bas, et on ne comprenait pas pourquoi il y avait ces zones d'arrachage, alors qu'on était relativement loin finalement du coup. Donc c'était tout un élément de réflexion à avoir pour essayer de proposer des solutions alternatives. Et en ce sens, et de même ici, sur cette partie-là, où finalement, ça paraissait un petit peu surprenant d'avoir ça, sachant que derrière, je vous avais montré qu'on a un pli aussi, un drapé, donc qui devrait être occulté par la configuration, la position de l'Amazon. Donc en partant d'autres schémas, en tout cas pour l'Amazon, essayer de proposer une autre configuration. Donc là, c'est un peu dommage, parce que là, du coup, j'ai une animation qui ne cycle pas, mais au centre, vous voyez donc là la capture d'écran de logiciel MeshLab, et avec, normalement en animation, les itérations. Donc il y a eu peut-être 5 ou 6 versions différentes, avec à chaque fois, on bouge un petit peu les bras, on bouge un petit peu le bassin, pour essayer de voir comment ça fonctionne. Donc là, vous avez la version, ici au milieu, la version de base, qui a évolué, qu'on voit ici avec un rendu un peu plus naturaliste, et on arrive à peu près à une version qui s'approche de celle-là. Donc ça, c'était pas la version définitive, mais on voyait que si la position du grec n'a pas tellement changé, finalement, quand même, la position de l'Amazon a assez clairement changé et permis d'aller ici chercher finalement la zone de contact entre le bras de l'Amazon et puis l'arrière-plan. Voilà. Et au final, une fois que le parti de restitution, en tout cas la position générale, convient, on peut passer un peu plus loin sur le travail du détail. Donc là, il y a un travail de sculpture, donc s'inspirer de modèles dont on a déjà, que Philippe a pu me transmettre, on est au niveau du traitement des surfaces, etc., et essayer d'arriver à reproduire une idée déjà du drapé du vêtement ou des détails de la chevelure en se basant sur ces références-là, pour ensuite appliquer ça sur le modèle 3D que j'avais réalisé et arriver enfin à proposer un rendu qui a un parti pris. De toute façon, là, il fallait qu'on est bien en peine de restituer la couleur. Donc, on pouvait très bien donner une image avec une mise en évidence des parties reconstituées et s'appuyant sur le fond qui est connu. Mais là, c'était intéressant aussi pour un but de cohérence esthétique, de présenter l'ensemble avec le même traitement finalement de surface. Hop. Voilà, alors ça c'est un premier cas de figure qui est évidemment, comme vous le voyez, est déjà l'occasion de se remettre finalement dans la situation du sculpteur ou du modeleur antique, finalement entre le modèle antique du plastès et la modélisation 3D qui est faite. Il y a une sorte de continuité qu'on retrouve grâce à l'outil 3D dont on ne disposait pas avant. Et je crois que c'est là la clé finalement du progrès et que permet justement ces technologies. Alors le deuxième cas de figure est un défi. Il s'agit donc de la recomposition d'une métope dont la plaque a disparu. Donc vous savez qu'il reste 5 plaques, quelques fragments de plaques, un peu plus dans les réserves, sur les 80 plaques, les fonds sur lesquels les figures se détachaient. Donc c'est un désastre absolu. Par conséquent, que faire des autres fragments, ceux qui ne recollent pas sur un fond de plaque? Alors c'est là que, dès lors que le schéma en était identifié, ou le schéma, comme vous voulez, là je suis parti d'une figure d'Amazon qui présentait par son état de conservation et les éléments justement qui permettaient de guider la restitution, notamment ici cet élément insolite qui vient croiser sa cuisse droite, pardon, on ne le voit pas ici, mais la cassure inférieure qui suggérait un contact avec la plaque très caractéristique, m'ont conduit donc à rechercher des parallèles avec cette figure. La présentation muséographique est trompeuse, mais comment sans faire une étude poussée, évidemment, ne pas la commettre. Et là, le parallèle a été trouvé du côté du musée d'Halicarnasse. Alors nous sommes en aval, cette fois, de la Tholos. Pourquoi aller chercher un parallèle en aval? Est-ce que ce n'est pas une erreur sur le plan épistémologique? Je ne crois pas, car nous savons combien ces ateliers circulaient, combien le défi que représentait à chaque fois la réalisation de programmes iconographiques de ce type-là
suscité des productions. Hein. Donc on est allé, l'Atolos a dû se situer à un moment dans cet immense maillage de production d'Amazonomachie sous forme sculptée. Et en tout cas, ici, nous avions un parallèle tout à fait spectaculaire donné donc sur la frise du mausolée. Ici, le dessin produit par Dalton en 1750 est finalement plus parlant que les vestiges encore. Et donc, je fais simplement défiler ces images pour vous montrer l'orientation réelle, en réalité, de ce fragment, qui se reconnaît du coup, non plus comme une Amazone en train de courir vers sa gauche, mais bien comme une Amazone en train de tenter de lui résister contre un guerrier qui va lui asséner le coup fatal. Voilà l'état, évidemment, réel ici de cette plaque conservée au British Museum. Et vous voyez là aussi que, j'allais dire, peu importe qu'il s'agisse d'une frise dorique ou qu'il s'agisse d'une frise de type ionique à décor continu, puisque dans ces frises ioniques, comme vous le savez, on peut isoler des figures, des duels, des groupes de composition à 2 ou 3 personnages. Et là, il y a aussi, évidemment, toute une réflexion à conduire sur ce va-et-vient entre les deux supports. Alors là, l'identification grâce à ce fragment de la possible scène représentée, il n'y aura pas évidemment de certitude absolue, m'a conduit là à chercher et retrouver dans la collection donc de sculptures de l'Atolos un élément masculin qui, par son mouvement des jambes très prononcé, avec cet écartement des cuisses, présentait une parenté avec l'individu que l'on voit ici. Hein, donc la superposition des schèmes suggérait que nous pouvions avoir un point de contact et un lien possible entre ces deux individus. Je précise tout de suite qu'il n'est pas assuré du tout que ces deux éléments aient appartenu à la même plaque. Il est fort possible que sur les 40 plaques, un certain nombre aient reproduit des schèmes à peu près, sinon identiques, du moins parfois un peu proches. Par conséquent, là, je ne mettrai pas ma main coupée, Dieu m'en préserve, le rapprochement final. Mais il s'agit quand même de montrer que ça marche. Ça tient. Pourquoi? Alors c'est là que je redonne la parole à Alban, parce que le modèle 3D nous a permis justement d'essayer de faire les preuves des différentes orientations possibles et des rapprochements matériels possibles avec ces deux fragments. Merci. Alors du coup, reprenant de là, sur les indications de Philippe, j'ai essayé de replacer finalement, en tout cas de donner une vision un peu plus, qui correspond un peu mieux à ce schéma de la position de l'Amazone et de rapprocher finalement à la fois la jambe, le genou et l'amorce de tibia qu'on trouve ici. Donc du coup, dans un premier temps, comment replacer ces éléments? Donc on peut déjà s'appuyer sur les zones d'adhérence, donc les cassures qu'on trouve à l'arrière de ces statues, pour essayer de trouver déjà un plan, en tout cas un alignement majeur. Donc là qu'on voit bien effectivement ici en haut, et que vous pouvez voir aussi en vue de dessus et en vue de côté. Et donc déjà de présenter les deux pièces avec le dos, confronté également à la même surface. Ensuite, on est reparti également, sachant qu'on n'a pas de métope pour ça, donc du coup il faut repartir d'une métope déjà existante qui est complète en termes de surface, et pour ensuite retrouver et isoler cet élément-là et proposer un dos pour ces deux sculptures. Donc là, je suis parti de cette métope-là, que j'ai isolé de son environnement. Alors évidemment, là c'est la 3D. En 3D, en fait, malheureusement, on n'est pas encore volumique, on reste surfacique. On est vraiment sur la surface des choses, un peu comme une coquille d'œuf. L'intérieur est vide, n'existe pas. Donc là, la première chose à faire, c'est redonner une matérialité à cet élément architectural. Et donc du coup, pour ça, vous voyez ici, finalement, la métope flotte dans l'air. Et donc il faut aller chercher d'autres éléments. Donc là, on avait la chance d'avoir une autre métope, donc cette fois qui est aussi partielle, mais au moins dont on a l'épaisseur et on a aussi la configuration du chanfrein pour pouvoir donner de la matérialité et de l'épaisseur. On a essayé aussi, on ne le sent pas forcément très bien sur l'angle que j'ai choisi là, mais on a un léger bombement comme ça de cet élément-là. Et donc on a pu retrouver finalement la construction, le théorique, logique de cet élément et le reproduire en 3D. Donc déjà de manière filaire, puis de manière un peu solide comme ça, on va dire très synthétique. Donc on aurait très bien pu en rester là. Alors là on ne le sent pas forcément, mais on a un léger bombement qui correspond finalement à la configuration de cette métope. Mais l'idée c'était d'arriver à un traitement qui corresponde un peu plus à ce qu'on avait en tout cas sur
sur les fragments qu'on traitait. Et donc du coup, on est reparti, on a pu réinsérer la méthode dont on a la face visible sur sa face théorique. Donc déjà, comme ça, sans la texture, et ensuite l'éraser complètement, donc l'effacer, tout en gardant une certaine forme de grain et d'arrondi sur de rendu de texture de surface. Et après, donner une couleur qui s'approche finalement de ce qu'on a en termes d'effets sur les autres fragments. Deuxième temps, et là, assez important, donc là Philippe m'a fait un peu violence, que moi je suis infographiste 3D, mais plutôt sur l'architecture, et la sculpture c'est quand même un autre domaine, et donc c'est pas forcément très facile pour quelqu'un qui vient de l'architecture, plutôt des constructions très rectangulaires, d'arriver sur de l'organique. Donc pour ça, heureusement, on a accès finalement à des logiciels qui permettent de partir d'une base assez déjà constituée. Donc en gros, vous avez des générateurs de personnages, donc là c'est encore un logiciel open source. Donc vous aurez la planche à la fin avec toute la liste des logiciels que j'ai utilisés. Mais voilà, on peut générer des personnages. Donc c'est vraiment, on va dire, du graphisme qui s'inspire du jeu vidéo, du film, etc. C'est des personnages avec les canons de l'industrie graphique actuelle. Mais on peut, à la marge, en fait, si vous voyez ici, paramétrer et essayer d'obtenir une corpulence et une morphologie qui s'approche, je dis bien qui s'approche des canons, en tout cas des rendus qu'on peut trouver, des formes qu'on peut trouver dans la sculpture. Donc là, je me suis approché de ces modèles-là. Alors comment j'ai fait ? C'est que j'ai généré déjà de proche en proche une morphologie de corps pour l'Amazone et pour le grec, et j'ai essayé ensuite de les raccrocher déjà dans un premier temps aux blocs, aux éléments qu'on avait. Donc les faire rentrer dedans pour essayer de faire en sorte que les corps correspondent, parce que finalement, bon, voilà, l'espèce humaine n'a pas tellement changé depuis, donc grosso modo, on arrive quand même à se raccrocher à ça, et donc de faire rentrer finalement, comme si, plus qu'un habillement, comme si les personnages rentraient dans ces fragments, donc ce qui a fonctionné plutôt bien, alors qu'effectivement il a fallu revoir un peu l'épaisseur et la morphologie des personnages, mais quelque part ça fonctionne, et arriver à reprendre les positions aussi. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est qu'avec les logiciels d'infographie, on peut non seulement intégrer ces personnages, mais aussi les animer, les articuler. On a tout un ensemble de commandes que j'ai laissé apparent ici, que vous voyez ici en fil comme ça, qui sont en fait un peu comme les fils du marionnettiste. Vous allez les tirer et vous allez faire changer la position des bras, la torsion des épaules, la rotation des hanches, etc. Et de fil en aiguille, vous allez pouvoir essayer d'adopter des positions qui sont certainement pas très confortables, qui sont parfois à la limite de la possibilité anatomique. C'est pour ça qu'on a vraiment des effets de tension assez importants, et arriver comme ça à faire en sorte, à trouver un moyen de faire dialoguer, de faire fonctionner ensemble ces deux fragments. Donc là, au final, j'ai réussi à faire rentrer, à faire fonctionner cette partie-là avec les deux fragments, avec cette connexion au niveau à la fois de la position générale et aussi au niveau de la position de la jambe en tant que fragment, présent dans le fragment de l'Amazone. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est pareil, il y a eu toute une logique un peu itérative, on a varié les différentes positions relatives des deux modèles. Vous voyez ici ce qui est assez intéressant en haut, là, sur la vue de derrière, comme ça, vous voyez vraiment l'allongement de la jambe et son témoignage, son vestige ici dans le fragment. Donc de fil en aiguille, une fois qu'on a adopté un schéma qui semblait satisfaire, et ben, il fallait aller un petit peu plus loin, parce qu'on ne pouvait pas présenter finalement nus ces deux éléments, sachant qu'en plus l'Amazone, elle est habillée. Donc là, on s'est appuyé sur les éléments qui avaient été mis en évidence. Donc on voyait très bien ici qu'on avait des mèches, donc on a pu s'appuyer sur des éléments de comparaison pour essayer de trouver un traitement intéressant et satisfaisant pour la coiffure de l'Amazone. De la même manière pour le grec, en regardant sur le côté, on voyait qu'il y a toute une partie qui est traitée en drapé, et donc on a pu s'appuyer sur des éléments, des parallèles pour essayer de proposer effectivement la présence de cette cape, avec aussi le traitement comme ça, de proposer quelque chose qui pouvait se raccrocher à des éléments qu'on pouvait avoir en référence. Et également pour les différents éléments, notamment que ce soit l'arme ou le casque. Voilà. Donc une fois qu'on a réussi à monter tout cela, on peut se servir de ces images comme un élément à la fois de valorisation. Donc dans un premier temps, c'était un peu l'objet de notre rencontre au départ, c'était de mettre en image de manière animée, de manière didactique, tout ce travail, donc pour montrer, condenser finalement tout ce raisonnement dans une image qui peut être perceptible par un public non spécialiste. Donc là, c'est le travail de l'animation que j'ai fait. Donc là, on ne le voit pas, mais en fait, il y a tout un travail de calcul des images pour rendre une animation didactique, pédagogique, que je montrerai peut-être à la fin. Et voilà, donc on a une partie comme ça dissémination pour le grand public.
donc valorisation, et puis une partie, c'est un dossier qu'il faut apporter, qu'il faut mettre, qu'il faut rajouter au dossier de la recherche. Donc là, ça va être la partie publication de ces données. Voilà, c'est ça. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Virginie Fromageau. Mais en réalité, lorsque nous sommes arrivés à ce résultat, nous sommes à un nouveau point de départ, puisque cette méthode, en soi, n'a pas de finalité si elle n'est pas rattachée à une publication. Donc je reprends l'intervention pour considérer la partie sur la publication en ligne. Le cadre qui a été fixé par Philippe Jocquet, c'est donc l'édition à l'usage du monde scientifique. Il a annoncé la collection des fouilles de Delphes, le volume 4, et donc un certain nombre de principes de base pour avancer sur ce domaine. Une publication systématique dont vous avez peut-être retenu le nombre des 514 fragments. Bien entendu, réintégrer tout l'appareil érudit des notes de la bibliographie et des discussions spécialisées. Et puis la partie des modèles 3D. J'avance. Par rapport à la diffusion sur le web que vous connaissez, je vous montre un modèle fait par un internaute, pas fait par nous, on ne s'est pas lancé encore, sur la tombe macédonienne d'Aios Athanasios pour indiquer que les outils sont disponibles et peut-être la jeune génération a proposé ce modèle qui est accessible. Et donc c'est un défi à relever pour les laboratoires de proposer à notre tour la publication en ligne, cette fois-ci de corpus, avec les mêmes outils, ou peut-être pas les mêmes. Je vais avancer vite. Tout dossier scientifique en archéologie est cumulatif, donc dans le traitement documentaire, nous prenons en compte, bien sûr, la documentation antérieure, sous la forme disponible. Je ne parle pas des catalogues, tu l'as fait, mais pour les images, je voulais indiquer que déjà des outils existent grâce au travail des archives de l'École française d'Athènes. Une partie, bien sûr, des documents est consultable sur demande, une autre partie est déjà en ligne. Vous retrouvez la métope à la colonnette par le site web Archimage de l'École. Pour la partie des données numériques natives qui vient compléter la documentation antérieure, je vous montre deux modèles calculés, on l'a dit, avec Plexus, grâce à Philippe Martinez, Kevin Kane. L'équipe de Nanterre arrive aussi à calculer des modèles, même si on ne va pas en Californie, ce qui coûterait cher à nos laboratoires. Voici cette fois-ci un modèle pas trop nettoyé par rapport à ce qu'Alban a montré. Nous avons une formation qui doit se poursuivre. Comme l'a dit Rachel, je suis en train de terminer ma thèse et dans cette thèse, je m'intéresse au mode de publication sur la longue durée. Et donc, j'essaye de mettre à profit les réflexions que j'ai pu mener pour le dossier Tolos afin de dialoguer avec Philippe sur ce sujet. Je vous présente des numérisations d'une publication de Jean-Claude Gardin pour dire qu'au milieu des années 50, il a réfléchi lui aussi comment faire une publication avec un fichier mécanographique, c'est-à-dire des cartes perforées qui permettaient de sélectionner par des aiguilles à tricoter les bonnes données de la recherche sur un sujet précis. Et donc, il avait anticipé la disparition du fichier mécanographique en proposant les données et le système d'analyse dans un volume papier. Donc, c'était mon hommage à moi pour illustrer la pérennité des supports. J'avance dans le temps pour les années 90. Comme l'a dit Philippe, les outils sont plutôt pour l'architecture, mais déjà sur le web, des revues numériques natives se lancent dans une nouvelle aventure avec l'utilisation de langage de balises pour présenter des modèles 3D. J'insiste pour dire que le rôle de ces revues est déjà de publier et de conserver ces images. C'était, oui,
les états antérieurs des propylées de l'acropole d'Athènes. Avançons encore, aujourd'hui, il existe des revues, toujours numériques natives, qui sont dédiées à la publication de restitutions 3D. Donc mes copies d'écran vous présentent ici le sommaire de l'article qui est dédié à un des frontons du temple de Zeus à Olympie. Ici, dans le texte, les images extraites de la 3D, et à ce moment-là, le lecteur peut seulement visualiser cette illustration. Et ici, en annexe de la page web, le lecteur peut télécharger le modèle le plus intéressant parce que celui-là, il est manipulable. Alors, on s'est mis d'accord sur le vocabulaire tout à l'heure. C'est un fichier 3D en temps réel, ce qui veut dire pour nous, c'est celui qui a la meilleure interactivité. On peut changer de point de vue, c'est ce que tu faisais dans Meshlab. On peut tourner. Encore un exemple. Bon, vous voyez, moi, j'ai pas trop de résultats à montrer sur la Tolos. Je me sers de mes navigations Internet pour vous présenter un peu nos modèles de réflexion. Partons vers l'égyptologie. Le Collège de France, avec une coédition avec les éditions Soleb, qui est un peu le freelance de l'édition numérique, a publié un livre qui se lit sur tablette, les nouveaux téléphones, les nouveaux supports de lecture. Et donc cet ouvrage est entièrement numérique. Il a un modèle pour la chapelle de Sésostris Ier et une grande quantité d'images. Donc c'était une façon d'illustrer l'intérêt des institutions, des maisons d'édition, qu'elles soient internes à ces institutions ou externes, de produire des ouvrages avec une grande quantité d'images couleurs à des coûts de stockage et de diffusion qui sont faibles. Néanmoins, ils ont pensé à faire un dépôt légal en PDF auprès des bibliothèques concernées. Donc, à partir de là, on a une feuille de route maintenant qui nous permet d'avancer et de voir un cahier des charges en 3 volets. Ces 3 volets sont complémentaires. Le premier, c'est de disposer d'une base de données pour que le catalogue, les travaux antérieurs soient signalés, que les images soient répertoriées. Il est clair que l'enjeu de ces technologies, c'est aussi de ne pas se perdre. Et que l'école, par exemple, c'est très bien pour les projets de SIG. Ce sont des outils de gestion fantastiques, mais il y a un travail préparatoire sur la masse de fichiers produits. Ensuite, bien entendu, cette base de données, c'est un peu une base de données classique. Il y a la partie édition des modèles, qui est bien sûr une partie très intéressante. Donc, je redis ce qu'on s'est fixé comme horizon, peut-être à court terme, c'est de passer de ces fichiers 3D qui sont des illustrations à des fichiers interactifs que l'on peut manipuler, nous, dans les labos, mais aussi le lecteur à l'issue de la publication numérique dans ce qu'on lui propose. Et puis, le troisième volet, c'est d'intégrer la synthèse et de construire des parcours hypertextes entre ces 3 composantes. À partir de ce cahier des charges, on peut aussi mettre en rapport un certain nombre de plateformes accessibles sur le web que vous connaissez certainement autant que moi. Et donc, je vais recenser une sélection de plateformes, celles qui convergent le plus vers l'objectif de la publication de la sculpture de la Tolos. Le premier exemple, c'est le musée Allard Pierson d'Amsterdam, qui est à la fois intéressant par la possibilité d'annoter les modèles, donc d'associer aux images un discours scientifique. Bon, là, c'est la légende sur le chapeau. En revanche, cette plateforme Sketchfab, elle héberge elle-même les modèles. Et donc, il nous semble que cela pose une question institutionnelle et de politique de recherche, mais l'école utilise déjà YouTube, et Sketchfab, c'est le frère 3D de YouTube.
c'est le statut, la question de l'hébergement de ces fichiers et de l'avenir de cette production, surtout si c'est un corpus scientifique. Aussi, des solutions actuelles se tournent vers l'hébergement dans nos propres institutions. Au lieu de passer nos modèles sur une société privée, les conserver en interne, ce qui demande une infrastructure numérique locale. Ici, je vous donne l'exemple que je connais le mieux, la maison René Ginouvès de Nanterre, et le travail d'un de mes collègues pour une grotte qui intéresse cette équipe. À ce moment-là, l'hébergement est donc fait à Nanterre. Ici, c'est un document que vous ne pouvez pas retrouver vous-même parce que c'est en accès restreint pour l'instant, avec deux outils qui nous paraissent intéressants, la prise de mesure que vous voyez avec le trait vert et la réalisation automatique de coupe. Pour se rapprocher de nos préoccupations, un autre exemple d'emploi de ce même logiciel avec une utilisation d'opposition de couleurs qui permet à cette présentation du fronton d'un temple de Luni en Italie. Donc le programme a mis en exergue de cette façon les parties conservées, les parties restituées, et avec cette énorme télécommande que j'ai agrandie, on peut manipuler. L'exemple le plus abouti est celui du Smithsonian. Là, tout le monde peut accéder à ces modèles qui sont publics et qui, en fait, correspondent le mieux à ce qu'on voudrait faire, puisque, donc je vais passer 3 diapositives, on peut changer l'orientation du modèle et en même temps avoir une légende longue. Ici, c'est une vue où on est à l'intérieur de l'objet. Cette paroi qui est sous le couvercle est porteuse d'inscriptions qui sont longuement commentées. Vous voyez, au fur et à mesure où j'avance, les légendes sont de plus en plus longues. Et ici, elles sont aussi illustrées. Donc cet exemple est tout à fait intéressant. Il y a certainement d'autres plateformes que je ne cite pas, surtout pour tenir nos délais. Mais ce qui me paraît important pour conclure cette partie, c'est de montrer que là aussi, il faudra faire un choix à partir des formules actuelles qui prennent en compte les questions institutionnelles. Ces tests d'outils, nous les faisons au laboratoire de Nanterre actuellement et il nous semblait intéressant de les partager avec les membres de l'École française d'Athènes afin, et en particulier avec le service des publications, afin d'arriver à articuler la préparation de la publication et la phase d'édition à proprement parler. Merci beaucoup Virginie pour cette présentation qui effectivement répond parfaitement au cahier des charges que nous nous sommes fixés. Alors écoutez, il nous reste à vous remercier. Je redonne immédiatement la parole à Alban. Je répète une nouvelle fois que ce que nous avons proposé aujourd'hui, ce sont une étape dans la recherche qui vise à exploiter au mieux les possibilités données par ces nouvelles technologies. Nous n'ignorons pas que dans 2 ans, elles auront évolué, qu'il faudra sans doute s'adapter, mais c'est là justement que la publication numérique en ligne permet une évolution continue, qu'elle soit de notre fait ou qu'elle soit celle de nos successeurs, dans une continuité qui aujourd'hui n'est pas donnée, puisque c'est surtout la discontinuité qui caractérise nos publications archéologiques. Donc Alban, merci beaucoup. Si tu peux dire quelques mots pour finir, simplement des logiciels open source qui nous ont permis, enfin qui t'ont permis en l'occurrence, de construire ces propositions. Oui, merci. Donc du coup, justement, pour rendre quand même grâce à ces logiciels qui sont disponibles gratuitement, et donc il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus pour les rendre accessibles. On parlait de continuité, donc là on va présenter le logiciel Plexus. Donc Plexus, c'est un logiciel open source qui est fait sur le principe de la bonne volonté et de l'intérêt. Il ne va pas forcément continuer à évoluer dans ce sens-là. Par contre, Kevin Kane, qui a travaillé dessus, verse maintenant ce travail à un autre dossier qui s'appelle Meshroom, qui est la continuité et qui est facilement accessible aussi et qui reprend, si vous voulez, toutes ces
petite brique que je vous avais montrée tout à l'heure et qui est assez prometteur. Donc je vous invite, si vous vous intéressez à la photogrammétrie, à vous occuper de ce... Enfin, en tout cas, à regarder et puis à voir ce que vous pouvez en faire. Vous avez les logiciels aussi de traitement de fichiers 3D, nuages de points, modèles, etc., qui sont Cloud Camper et MeshLab. Le logiciel dont je n'ai pas parlé, c'est un logiciel Instant Mesh qui permet d'optimiser aussi ces fichiers, parce que souvent ils sont très lourds, donc parfois pour pouvoir le diffuser sur Internet, on a besoin d'avoir une version basse résolution, et parfois c'est assez suffisant, donc c'est intéressant de pouvoir produire ce genre de fichiers. Le logiciel Make Human qui m'a servi à faire les petites, les personnages animés, donc qui est aussi open source, qui permet de générer ces personnages et ensuite de les envoyer dans un autre logiciel très connu en 3D qui s'appelle Blender, qui est open source et qui devient de plus en plus important dans ce domaine-là. Et au final, j'ai aussi fait une animation et donc j'ai pu la monter dans le logiciel qui s'appelle Natron, qui permet de compositer différentes passes de rendu et avoir un rendu maîtrisé et graphiquement intéressant. Voilà, c'était pour rendre grâce à ces logiciels. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.